des problèmes de manœuvrabilité qui ont été engendrés par les ENR, hein, tout simplement. Le point important des ENR maintenant, des réseaux, sur des tranches thermiques fossiles. Donc vous avez vu que ces installations en tête de turbine, on a des pressions qui sont importantes, hein, qui sont de l'ordre de 180 bars et presque 600 degrés, quoi. Donc ça, c'est, je dirais, en termes de gestion de ces machines-là, pour les conserver, je veux dire, je dirais, avec des niveaux de température et des niveaux de pression les plus, on va dire, stables possibles. Ben, on voit que les ENR ont cassé tout ça, parce que quand on va faire de la manœuvrabilité, c'est-à-dire que les tranches vont être obligées de s'effacer, ben, elles vont être obligées de passer de 560 degrés, mettons, à je ne sais pas combien de degrés, mettons 200. Et donc, les exploitants de tranches thermiques fossiles ont vu comment naître des problèmes qu'ils n'avaient absolument pas par le passé, c'est-à-dire des phénomènes de fissures dans les ailettes des premiers étages turbines liés à ces cyclages thermiques. Donc voilà, la manœuvrabilité, comment ça, je dirais, ça a un coût. La manœuvrabilité, ça a un coût au niveau de l'exploitation des tranches, parce que ça veut dire qu'on va avoir de la maintenance qui va être à adapter, hein, des remplacements de matériel qui vont être à penser, parce que ça ne l'avait pas été dans ces termes-là au niveau de la conception. Donc voilà, bon, mais je vous dis, c'est un vaste sujet. C'est les programmes sur ça sur plusieurs années, quoi, en regardant, je dirais, tous les aspects sur les contraintes, sur les matériels, sur les générateurs de vapeur, sur plein de choses, quoi. En fait, à partir du moment où on n'arrête pas de faire des cyclages. Bon, si je peux me permettre une image un peu familiale et domestique, c'est comme si vous roulez sur autoroute à 130 vitesse stabilisée, et vous allez beaucoup moins endommager votre voiture que si vous faites de la ville en permanence à relancer, freiner, relancer, freiner, quoi. Ça, c'est bien connu. Pardon. J'ai une question, si je comprends bien. Les REP à basse pression, basse température, ils souffrent moins que le thermique classique. Oui, on n'a pas... Oui. C'est-à-dire qu'on est à des températures qui sont moins élevées. Oui. Voilà. Température moins élevée parce qu'on a du laminage. Parce que, finalement, ils sont mieux adaptés à l'intérieur, ils sont plus robustes. On peut dire qu'ils sont un peu plus robustes de ce point de vue-là. Parce que si on parle en termes de laminage, là, ça c'est le diagramme de fonctionnement c'est le diagramme de fonctionnement d'un REP. Donc ça, mais si vous avez le pendant, je dirais, pour un thermique fossile, il n'est pas forcément strictement le même. C'est-à-dire que là, sur les REP, il y a un fonctionnement qui est dit en laminage, alors que sur un thermique fossile, on a du fonctionnement qui est plus dit à pression, à pression pilotée par la turbine. Donc, mais parce que la chaudière, elle a une capacité à s'adapter, je dirais, que l'on n'a pas sur les REP, parce que sur les REP, on a des contraintes en termes de respect de puissance, voilà, un certain nombre de choses qui font que la chaudière, elle est beaucoup plus contrainte, quoi, que sur un thermique fossile. Donc, il faudrait vraiment superposer les deux diagrammes pour comprendre les différences. Juste une petite remarque, il reste 25 minutes. Bien. On va faire avec. Voilà. Donc. Excusez-moi. Oui. Ce laminage. Oui. Ça met en jeu une énergie assez importante par rapport à juste quelques vannes. Et la mécanique est capable d'absorber ce genre de... Oui. Oui. C'est colossal comme... Pardon ? Ça peut être des montants d'énergie. Oui, ça peut. Je dirais que ça sera des montants d'énergie d'autant plus importants que vous aurez mal optimisé votre turbine à vapeur en face de la chaudière. Et pour quelques anciens, c'est ce qui s'est passé sur le CP2 par exemple, où le corps HP de la turbine a démarré avec, pour faire une analogie avec ce que je disais tout à l'heure, un laminage très très important. Donc ça veut dire qu'on a attaqué la détente à un point d'entropie assez élevé. Et on a refermé, donc après avoir constaté
cette mauvaise optimisation sur ce type de tranche, on a refermé le corps HP. Alors refermer le corps HP, ça veut dire refaire des nouveaux corps HP en modifiant les veines vapeur. Et donc on a refermé ça, on a perdu, en laminage, on a perdu 10 bars en laminage. Donc on avait des machines qui laminaient de pratiquement 20 bars, quoi. Donc c'était astronomique. Et donc c'est pour ça que les machines ont la capacité, quoi, de toute façon à absorber. Alors on a eu quelques soucis, justement, je citais des problèmes vibrateurs, on avait quand même quelques soucis, ça s'est pas fait non plus, ça n'a pas été complètement indolore, mais globalement, vu les niveaux de laminage que les machines sont obligées d'avoir sur les charges partielles, les organes sont conçus pour, oui. Donc on va, maintenant qu'on a regardé ce qui se passait aux limites du cycle, quoi, source chaude et source froide, on va regarder maintenant ce qui se passe plutôt dans le cycle. Comment on peut optimiser de façon interne le cycle, de sorte à maximiser sa production d'électricité. Donc en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on cherche à chauffer un fluide par un autre fluide, ce qu'on peut faire de plus antithermodynamique, c'est de chauffer un fluide froid avec un fluide très chaud. Donc ça, c'est le plus anti-thermodynamique possible. Donc parce que à ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle une production d'entropie, donc qui est proportionnelle, bien sûr, au débit qui passe sur la partie du circuit, et fonction de l'écart de l'inverse des températures. Donc ça veut dire que si vous chauffez de l'eau, mettons, avec un fluide, de l'eau avec, mettons, de la vapeur à 300 degrés, de l'eau à 30 degrés avec de la vapeur à 300 degrés, ça c'est totalement antithermodynamique. Par contre, si vous chauffez de l'eau à 30 degrés avec de la vapeur qui va être à 50 degrés, là, vous allez minimiser les effets de réversibilité sur votre cycle et donc minimiser la création d'entropie. Donc, pour faire ce travail de chauffe progressive de l'eau, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on traversait carrément le diagramme HS, pour minimiser l'effet de production d'entropie quand on remonte le long de la courbe de saturation liquide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la chauffe progressive de l'eau. C'est-à-dire que l'eau qui sort du condenseur, on va pas chercher à la porter, mettons, aux alentours de 230, 240 degrés tout de suite. On va faire une chauffe progressive par étapes tout au long de l'installation. Et ça, c'est obtenu notamment par l'introduction de ce qu'on appelle des soutirages vapeur, donc sur l'installation. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça c'est un schéma tout à fait général d'une installation. Donc les soutirages vapeur, voilà, c'est ces grosses flèches bleues là ici, là. Donc où on va prélever de la vapeur sur la turbine, et cette vapeur avec des caractéristiques en termes de température qui sont quasiment proches, ou assez proches, tout du moins de la vapeur, donc du puits froid qui va rentrer dans les réchauffeurs, et donc on va monter progressivement cette vapeur en température jusqu'à l'injecter au niveau des générateurs de vapeur. C'est-à-dire que là, vous passez de 30 à peu près à 230 degrés. Vous voyez, là, donc en 2, 3, 4, 5, 6 étapes, quoi. Voilà. Ça ne se fait pas d'un seul coup, quoi. Ça serait complètement, improductif de faire ça d'un seul coup, de renvoyer de l'eau à 30 degrés dans les générateurs de vapeur pour la monter, à 300 degrés. Donc ça, ça constitue une des phases d'optimisation du rendement d'un cycle thermodynamique. Non. Donc là, voilà, c'est ce que j'explique ici, c'est que on va le voir avec les petits graphiques là, que j'ai préparés là, pour la suite, c'est que, en fait, tout l'objectif, ça va être donc de réchauffer progressivement cette eau pour que ce soit le plus efficace possible et le moins antithermodynamique. Et on va voir quelles vont être les conséquences vers la source froide. Donc, on va optimiser ce réchauffage, on va augmenter le débit de vapeur qui va être admis à la turbine. Là, ce qui va diminuer, par voie de conséquence aussi, la puissance qui va être transmise à la source froide. C'est-à-dire qu'on va rejeter moins à la source froide, ce qui est quand même l'effet recherché. C'est de produire le maximum d'électricité et de rejeter le minimum à la source froide.
Et donc, voilà. Après, je cite que le nombre de soutirages, donc là, vous avez vu, on avait 6. Aujourd'hui, on est entre 6 et 7 soutirages, quoi, sur les installations. Ça, c'est le résultat aussi, comme en une optimisation technico-économique, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un nombre de soutirages à l'infini. Déjà, vous allez voir sur la courbe suivante, c'est que, en fait, plus on en met, moins c'est efficace. Et puis, qui dit soutirage dit trou dans la turbine, et vous ne pouvez pas faire des trous n'importe où. Vous êtes obligé de faire des trous où c'est possible par rapport à la ligne de détente, c'est-à-dire entre, entre les ailettes des différents étages. Donc là, je représentais simplement. Alors c'est une approche, je dirais, très simpliste. Hein. C'est bien pour comprendre le phénomène. Là, les premières étapes du phénomène. Mais il faut voir que sur un cycle, je dirais, sur un cycle thermodynamique, c'est pas tout aussi simple que ça. Je dirais, c'est que tout est bouclé. Vous avez des effets de bouclage, des termes de bouclage qui font que quand vous avez, une action en un point, eh bien, il faut penser que vous avez des termes de bouclage qui vont modifier ou vous restez jamais vraiment à situation constante partout, quoi. Donc là, on imagine, vous avez donc une source chaude qui produit donc une puissance thermique constante, là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a un débit, on a un débit là qui s'établit pour évacuer cette puissance thermique. Donc, c'est tout simplement la puissance thermique divisée par le delta H entre la sortie et l'entrée des générateurs de vapeur. Ce débit, lui, va être transmis à la turbine, et la puissance électrique qui va être produite, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être le résultat. Alors, si on raisonne sur 1 kg de vapeur, là, une masse de 1 kg de vapeur, ça va être la différence d'enthalpie entre l'entrée dans la turbine et la sortie de la turbine. Ça, c'est la puissance électrique qu'on récupère. Et le rendement, c'est la puissance électrique sur la puissance thermique. Donc là, on fait l'hypothèse qu'on travaille à puissance thermique constante, ce qui est le cas de nos tranches, puisque, quand je dis constante, ça veut dire que nous, on ne s'autorise pas à dépasser le 100%. 100%, c'est la barre, qui est limite, alors que sur une tranche thermique classique, vous avez quand même la possibilité de pousser un petit peu plus les brûleurs, et donc vous pouvez augmenter un peu la puissance. Mais donc, à puissance thermique constante, qu'est-ce qui va se passer si on fait un soutirage vapeur? Donc, soutirage vapeur, ça veut dire qu'on va chauffer l'eau ici. Là, donc on va avoir un débit de soutirage ici, que l'on va réinjecter donc, en sortie du réchauffeur, là, et ça va se traduire donc, par un débit, ce qu'on appelle un débit alimentaire, donc un débit qui va partir au GV, qui va être plus important que ce qu'il n'était précédemment, puisqu'on avait un débit qui était fixé, un débit que l'appelait QS. QS, c'est le débit de soutirage. Donc, on aura 1 plus QS plus DQ. Alors, pourquoi plus DQ? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, on ne travaille pas strictement avec la même enthalpie ici en sortie de réchauffeur que là, lorsqu'on n'a pas de réchauffeur. Puisqu'un réchauffeur, son but, c'est d'augmenter la température de l'eau, donc d'augmenter l'enthalpie. Donc, cette augmentation d'enthalpie, puissance thermique constante à évacuer, elle va se traduire par un petit DQ supplémentaire par rapport au débit QS qui est imposé, lui, par le soutirage. Donc cette puissance électrique, donc j'ai appelé PELEC 1, puisqu'elle est différente de la PELEC d'origine sur un cycle sans soutirage. Donc le rendement, lui, c'est PELEC 1 sur PTH, comme même expression que tout à l'heure, à part que PELEC 1 est différent et PTH est constant. Donc quand on regarde ce qui se passe au niveau de la PELEC, eh bien on a tout simplement cette formule, c'est-à-dire que là vous avez le débit d'origine 1, je vous dis on prenait une masse de 1 kg de vapeur, donc plus QS plus DQ fois HSV moins HSV, c'est-à-dire l'entrée moins ce point-là. Et là, vous avez toujours de la vapeur qui va travailler là, ça va être plus DQ, puisque vous allez soutirer le QS, donc il disparaît, fois HSV1 moins HEV1. Et tout ça, ça va contribuer, Vous voyez que l'expression de la puissance électrique, elle est différente, je dirais, de ce qu'elle était ici, elle est plus importante. Et donc, ça va contribuer, à améliorer le rendement à puissance thermique constante. Voilà. Alors ça, c'est très imagé, parce que je vous dis, il y a des termes de bouclage, et dès que vous modifiez un point, sur une caractéristique sur un circuit thermodynamique comme ça, pour imaginer un petit peu comment ça peut réagir, c'est qu'en fait, les cycles thermodynamiques comme ça, les caractéristiques que l'on obtient aux bornes des matériels des cycles,
sont obtenus par le dimensionnement thermomécanique de chaque appareil. C'est-à-dire qu'en termes de performance, sur nos REP, en termes de performance, il n'y a pas de régulation qui vienne imposer des points de température ou des points de pression. Tout se fait de façon naturelle. Imaginez par exemple un puzzle. Vous avez un puzzle avec des pièces qui s'ajustent parfaitement les unes entre elles. Ben ça, c'est un cycle thermodynamique. Cette image, il me semble, elle est assez parlante. Et si vous déformez une pièce de puzzle, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déformer également les pièces qui sont à côté. Parce que comme c'est obtenu par le dimensionnement thermomécanique des matériels, eh bien, la meilleure performance ou la moindre performance du matériel sur lequel vous travaillez va générer une meilleure performance ou une contre-performance sur le matériel adjacent, et ainsi de suite, quoi. Donc tout se propage, quoi, en fait. D'où la difficulté sur des cycles, comment à faire des études simples, pardon. Mais je pense que ça va... Voilà. Donc, voilà. Là, maintenant, je vais aller très vite, mais sur la vapeur qu'on peut utiliser, là, donc on a parlé l'optimisation à but interne, donc sur la vapeur qu'on va utiliser pour un usage externe au cycle, donc par exemple de la cogénération. Donc là, les cycles thermodynamiques qui sont destinés à faire de la cogénération, ce sont des cycles qui sont, dès la conception, prévus pour faire ce genre de fonctionnement. Donc c'est-à-dire à la fois de la production d'électricité et de la fourniture de vapeur à l'externe. Donc ça, je dirais, ça a pour but effectivement d'améliorer la performance de telles installations, puisqu'on diminue de fait la puissance qui est transmise à la source froide, donc on optimise tout ce qui se passe au niveau du cycle. Donc à la fois en mettant des soutirages, donc ce que je viens de décrire, à but d'optimisation interne, et puis ce soutirage de vapeur pour faire de production de chaleur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une machine qui est destinée à faire ça, vous allez avoir une consommation de vapeur qui va évoluer, mettons, dans un certain domaine en fonction de vos besoins. Bon, eh bien ça va contribuer suivant l'endroit auquel vous allez prélever cette vapeur dans la détente de la machine. Si vous avez besoin de la vapeur à 100 degrés, vous allez prélever à peu près une détente de un peu plus d'un bar. Mais si vous avez besoin de vapeur plus faible, avec des températures plus faibles, des pressions plus basses. Mais quand vous allez faire ce prélèvement, en fait, c'est comme si, je vais vous expliquer l'histoire du puzzle, c'est comme si vous alliez déséquilibrer, tout un ensemble qui était homogène jusqu'à présent. Donc surtout si vous ne l'avez pas conçu pour. Donc ça veut dire que ces machines-là, elles sont, comme je disais, destinées, dès leur conception, à faire ce genre de fonctionnement. Déjà parce que quand on va déséquilibrer ce système, on va déséquilibrer toute la relation là, sur la génération d'entropie, parce qu'on va déséquilibrer les températures, la chauffe progressive de l'eau, suivant un ordre bien précis, quoi. Donc on va déséquilibrer ça, et comment ça se traduit? Alors là, c'est la physique, hein, c'est simplement que dans ce qu'on appelle l'équation de détente d'une machine en termes de pression, ça obéit à ce qu'on appelle la loi de Stodola, que j'ai rappelé ici. C'est-à-dire que vous avez la différence des pressions, des carrés des pressions, entre la pression amont et la pression aval, qui est égale à donc la caractéristique de la turbine fois le débit fois la température. Débit au carré fois la température. Eh bien, quand vous soutirez à un endroit, quand vous allez soutirer à un endroit un débit, mettons, qui peut être plus ou moins important, vous allez déséquilibrer tout ce qui se passe dans la détente, parce que, en fait, ce débit-là, à machine constante, ce débit-là, s'il est moindre, vous allez voir que tout ça, ça va être déséquilibré. Et ça va vous déséquilibrer, le chauffage progressif de l'eau vers la chaudière. Donc ça veut dire que vous allez être désoptimisé de ce point-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la causalité de l'établissement de la pression, elle prend sa naissance dans le condenseur. C'est-à-dire que c'est le condenseur qui, lui, par ses caractéristiques de surface d'échange, de température d'eau, de source froide, donc qui peut être aéro ou mer, va fixer, en fonction de la puissance thermique qui lui arrive, la pression. Et donc, quand il va avoir des pressions qui vont chuter, parce que lui, il a moins de débit vapeur à condenser, il va générer une pression plus basse. Et donc,
je dirais, tout ça, ça va déséquilibrer cette ligne de détente. Donc, et c'est pour ça que ces machines-là, elles doivent être prévues pour être adaptables, c'est-à-dire ce qu'on appelle, enfin, c'est une image, mais c'est des stodolas variables. C'est-à-dire que votre machine, en fonction du débit vapeur qui va être soutiré sur les étages de plus basse pression, elle va adapter sa section de telle sorte à ce qu'elle reste à contre-pression fixe à certains niveaux de pression de l'installation, pour ne pas tout déséquilibrer, déséquilibrer tout le cycle. Donc c'est des machines spécifiques, c'est-à-dire que une installation existante, il est assez difficile de la revamper en cogénération sans modifier les matériels. Donc déjà, ça c'est un problème. Bon, là j'ai cité un autre problème, c'est le pilotage. C'est le pilotage des réacteurs. Donc pour ce qui nous concerne, bien sûr, puisque comme je vous l'ai dit, on ne doit pas dépasser, on n'a pas l'autorisation de dépasser le 100%. Bon. Donc ça veut dire que pour vérifier qu'on ne dépasse pas le 100%, on a des parades. On reconstruit l'image thermique, l'image de la puissance thermique via des indicateurs qui sont judicieusement choisis sur le secondaire, des indicateurs qui peuvent être la puissance électrique, enfin qui sont la puissance électrique, la pression admise la pression requise à l'émission de la turbine. Enfin, il y a toute une reconstruction pour donner au réacteur, lui donner une image de la puissance électrique qu'il va avoir à fournir via le rendement de l'installation. Et donc, si vous faites un prélèvement sur nos installations, enfin sur les installations actuelles, sans faire attention à ce problème-là, on va générer des problèmes de pilotage. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez fausser la relation qui est normalement bijective entre la puissance électrique produite et la puissance thermique fournie via le rendement. Vous allez fausser cette image, et ce qui fait que vos grappes au niveau du réacteur, elles ne vont pas s'insérer de la même manière, puisque ces grappes-là, elles ont ce qu'on appelle des courbes de positionnement qui sont recalées à peu près tous les 3 mois dans des essais qui sont très spécifiques et très longs à faire, où on dit, ben voilà, si vous êtes à 95%, les grappes vont s'insérer de X pas dans la chaudière, et puis après, on va avoir de la modulation. Mais par contre, si vous faites de la consommation comme ça de vapeur, et que vous allez perdre en puissance électrique, vous perdez cette relation bijective entre puissance électrique et puissance thermique, et donc vous êtes obligé de recalibrer les grappes. Donc ça complique beaucoup les choses aujourd'hui. Donc sauf à inventer des nouveaux modes de fonctionnement, enfin ce qu'on appelle des reconstitutions de lois de puissance totale, bon voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne fait pas de la cogène facilement sur des installations existantes. Voilà. Et puis, je dirais, ne serait-ce que également aussi, si on pense aux consommateurs, ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils soient dotés d'un moyen redondant de fourniture de chaleur, parce que le jour où les tranches sont à l'arrêt pour rechargement ou malheureusement pour maintenance comme on en a en ce moment, il faut quand même une redondance. Donc, tout ça, ça a un coût économique également. Oui. C'est bon, je suis à la conclusion. Donc, la conclusion à laquelle je rappelais donc les différents points comme on a vu, donc c'est qu'en fait on voit que le cycle thermodynamique, il y a un lien avec l'environnement, puisqu'on essaye de minimiser toute la puissance qui est rejetée à l'environnement, donc en adaptant la source chaude la turbine à la source chaude, donc au niveau admission, en mettant des niveaux de détachement de réchauffage de l'eau pour gagner en rendement également, et en optimisant la turbine avec la source froide sur laquelle elle va être installée. Pardon. Hein, donc là, je vous ai fourni quelques valeurs de rendement suivant nucléaire. Donc aujourd'hui, on est aux alentours à peu près en rendement brut de l'ordre de 39%. Sur des installations, les nouvelles installations. Sur le thermique classique, c'était de l'ordre de 45, du fait notamment de cette température de source chaude qui était bien plus élevée avec de la vapeur surchauffée. Sur des cycles combinés, donc de l'ordre de 55. Alors ça, c'est fonction aussi de l'altitude à laquelle le cycle combiné est installé, puisque les TAC sont extrêmement sensibles à l'altitude. Donc quand je parle de 55%, c'est rendement turbine à combustion plus turbine à vapeur.
Et le RNR, c'était de l'ordre de 42%. Toujours pareil, parce que on a vu qu'on sortait à peu près à 480 degrés, 160 et quelques bars. Donc on bénéficie d'une source chaude, je dirais avec plus chaude que sur les REP classiques. Bon, et puis comme j'ai démarré avec une analogie, je dirais par rapport à de potentiel sur l'électricité, comme quoi on avait besoin d'une différence de potentiel pour faire allumer un moteur, enfin allumer une lampe ou faire tourner un moteur. Là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est par rapport à ce qui est rejeté dans l'environnement, c'est que si on fait l'analogie avec l'électricité, toujours, c'est pas du tout la même chose d'avoir pour une puissance donnée, une puissance donnée sous une différence de potentiel de 380 volts ou de 3 volts. Voilà. Ce qui veut dire tout simplement que ce qu'on rejette à l'environnement, c'est fatal, quoi. C'est-à-dire que quand c'est rejeté de l'eau que vous rejetez à 30 degrés, il n'y a plus grand-chose à en faire, quoi. Ce qui peut se faire, c'est avant, par les prélèvements pour la cogénération, éventuellement, mais avec des installations vraiment dédiées à ça, quoi. Donc voilà. Merci.